Bonjour chers amis qui aimez l'histoire et qui aimez la vérité historique. Vous avez vu que j'ai commencé une série de vidéos sur la réaction des différents pays face à l'impérialisme des États-Unis ou face à l'impérialisme de l'Occident. Aujourd'hui, nous allons parler de la réaction du Brésil face à l'impérialisme occidental. Alors, le Brésil, c'est un pays qui est situé en Amérique du Sud, qui a obtenu son indépendance vis-à-vis du pays colonisateur, c'est-à-dire le Portugal, disons, vers la fin du 19e siècle, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Voilà. Mais, conformément à la doctrine Monroe, les États-Unis ont exercé une domination sur toute l'Amérique du Sud. L'Amérique centrale comme l'Amérique du Sud. Et le Brésil, entre 1964 et 1985, a subi une dure dictature militaire. Avec quoi? Avec l'aval des États-Unis. Les États-Unis se proclament un pays démocratique. Mais ils la veulent pour eux-mêmes. Même là encore, c'est pas, même chez eux-mêmes, ce n'est pas parfaitement appliqué. Mais auprès des autres pays, c'est la dictature que les États-Unis veulent. Une dure dictature militaire qui a duré plusieurs années, de 1964 à 1985. Vous-même faites le calcul pour voir. Plus de 20 ans de dictature militaire au Brésil. Les opposants étaient systématiquement éliminés. Mais les États-Unis n'ont rien dit. Au contraire, ils s'en réjouissaient. Parce que cela leur permettait d'exercer tranquillement leur impérialisme en Amérique du Sud. Mais, ce qui va se passer, c'est que le Brésil va chercher à devenir un pays économiquement fort. C'est ce que le Brésil a fait. A cherché à devenir une puissance économique. C'est ce que le Brésil a fait. Le Brésil a de nombreuses ressources et produit beaucoup de biens. Le Brésil produit du café, des agrumes, du sucre, du soja, un élevage important de bovins. Le Brésil a des ressources minières et minérales, fer, bauxite, manganèse, pétrole, comment on appelle ça? Oui, c'est cela, du charbon, de l'uranium et différents types d'hydrocarbures. Et puis les chutes d'eau lui permettent d'avoir des barrages pour avoir de l'électricité. Vous savez qu'au Brésil, le plus grand fleuve du monde, le fleuve le plus puissant du monde, traverse le territoire du Brésil, c'est l'Amazone, avec une forêt sempervirente importante. Vous comprenez? Donc le Brésil va chercher à avoir une économie puissante. Et elle va y parvenir. Elle va parvenir à cela. C'est ainsi que le Brésil, par exemple, produit beaucoup de... Le Brésil exporte beaucoup de soja. Beaucoup de soja. Le Brésil a une sidérurgie importante grâce à ses minerais de fer. Vous voyez? Elle a aussi des industries textiles. Elle a des industries automobiles. Elle a aussi une industrie d'armement. Et puis une industrie aéronautique. Et puis la téléphonie aussi est très développée là-bas. Sans compter l'informatique. Et puis maintenant, le Brésil est une puissance agro-industrielle. Vous voyez? C'est cela. Donc le Brésil aussi produit des armes. Et son armée est devenue une armée importante. Ah oui, en Amérique du Sud, pratiquement, bon, disons dans les Amériques, après l'armée des États-Unis, l'armée qui vient en deuxième lieu, c'est l'armée du Brésil. C'est vrai, le Brésil n'a pas encore l'arme atomique, mais elle peut se l'offrir. Et puis, le Brésil fait en sorte que ces militaires-là, ces soldats-là, le nombre d'hommes et le nombre de femmes identiques, pratiquement identiques. Ça, c'est vraiment une des curiosités qu'on voit au Brésil. Ah oui! Ah oui! Les femmes
dans l'armée sont aussi nombreuses que les hommes dans l'armée du Brésil. Alors, face maintenant à cette puissance économique que représente le Brésil maintenant peut tenir tête aux États-Unis. Le Brésil peut tenir tête devant n'importe quelle puissance. C'est ça. Le Brésil est passé par le développement économique pour acquérir, je peux dire, une souveraineté face à n'importe quel pays. Face aux États-Unis principalement. C'est ce que le Brésil a fait. Le Brésil a tiré les leçons de cette période de dictature militaire terrible qui a duré près de 20 ans. Vous comprenez? Quand, comment on appelle, le président Bolsonaro est arrivé au pouvoir, il a gouverné le pays de 2019 à 2022. Et lui, il était très proche des industriels du soja, de ceux qui produisent le soja. Parce que le Brésil, c'est le pays qui exporte le plus de soja. D'ailleurs, avant que la rébellion du MPCI ne commence en Côte d'Ivoire, le Brésil avait lancé un projet de production de soja dans la région d'Odiéné. Malheureusement, avec la rébellion du MPCI, ce projet a été abandonné. Le pays qui produit le plus de soja, qui exporte le plus de soja, c'est le Brésil. Or, le soja, c'est quoi? C'est une plante, mais qui a des protéines. C'est-à-dire que si tu manges du soja, là, tu n'as pas besoin de manger du poisson ni de la viande. Vous voyez? Bon. Et donc, le Brésil a tiré les leçons de cette dictature-là, hein, qui a duré de 1964 à 1985. Et le Brésil, maintenant, est devenu une puissance économique. En Amérique du Sud, c'est la première puissance économique. Et maintenant, elle s'est donné les industries dont j'ai parlé. Même une industrie d'armement, une industrie aéronautique. C'est-à-dire le Brésil fait des avions. Vous comprenez? Fabrique des avions. Donc, c'est pour ça que quand Bolsonaro était au pouvoir, mais on a vu les dirigeants français vouloir donner des leçons au président Bolsonaro en disant que oui, bon, toi et ton lobby de producteurs de soja et de bovins, vous êtes en train de vous attaquer à la forêt amazonienne dans votre pays. Mais quand il y a des besoins économiques, la forêt, c'est vrai, c'est la forêt amazonienne, mais ça appartient au Brésil. Ça n'appartient ni à la France, ni à qui que ce soit, ni à ces organisations qui disent défendre l'écologie, etc., mais qui ne disent rien. Hein? Qui ne disent rien. Quand ce sont les États-Unis ou bien les pays occidentaux qui polluent, là, ils ne disent rien. Ça ne fait pas sérieux. C'est-à-dire que ce sont des organisations, en fait, mises en place par les pays occidentaux et les pays impérialistes pour faire pression sur d'autres pays. C'est ça, en fait, l'effet. Mais quand vous utilisez des armes à sous-munitions, là, vous ne polluez pas la terre. Vous polluez la terre. Quand vous faites vos essais nucléaires, on a vu le président Chirac qui a fait un essai nucléaire à Mururoa, en Polynésie française, là-bas. Aucune de ces organisations n'a dit quoi que ce soit. Rien. Ceux qui parlent des choses de défense, de protection de la nature et qui prétendent qu'il y a le réchauffement climatique, des menteurs. Bon, mais et les inondations qu'il y a maintenant partout là, pourquoi vous ne dites rien de ça? Actuellement, il y a plein d'inondations. Au Pakistan, en Inde, hein, beaucoup de pays subissent les inondations. Même en Côte d'Ivoire ici, on a vu, cette année-là, on est dans l'inondation. Pourquoi ils ne disent rien? Parce que les experts ont montré que le réchauffement climatique, ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Ce sont des affabulations. Voilà. Et donc, Bolsonaro a dit, la ferme, fermez-la. On ne vous dit pas comment vous devez diriger vos pays. Vous n'allez pas nous dire à nous les Brésiliens comment nous on va diriger notre pays, comment nous on va utiliser les ressources de notre pays. C'est ce que Bolsonaro a dit à la France, au président français et à toutes ces organisations, hein, qui disent défendre la nature, défendre, comment on appelle ça, le climat, etc. Hein? On a vu même certaines de ces organisations, y compris même des dirigeants français, dire que non, l'Amazonie, la forêt amazonienne, c'est le poumon de la terre. Et que donc, tout pays a le droit de parler de ça. Ce n'est pas seulement une affaire du Brésil. Les Brésiliens ont dit, la ferme, on ne vous écoute pas.
nous allons utiliser nos ressources comme nous l'entendons. Parce que il y a quelques villes qui sont dans la zone amazonienne. La zone amazonienne n'est pas assez développée économiquement. C'est surtout le littoral. C'est surtout le littoral. La seule ville un peu importante en Amazonie, c'est Manaus. C'est la ville de Manaus. Mais qui, Dieu merci, est en train de se développer. Mais quand une ville se développe là, elle consomme beaucoup de ressources. Or, Manaus est dans la zone de la forêt amazonienne. Voilà. Donc, les populations de plus en plus commencent à s'installer dans ces zones-là parce que ce sont des zones qui sont attractives. Ce sont des zones qui sont attractives. La partie sur le littoral où il y a Rio de Janeiro, etc. Bon, c'est des zones qui ont été suffisamment exploitées où il y a suffisamment de gens. Maintenant, les gens vont vers ces zones-là qui sont vers l'Amazonie, notamment vers Manaus. Donc, il faut chercher à développer ces zones-là. Il faut chercher à développer le réseau routier et ferroviaire qui va vers les zones de l'Amazonie. Alors, Bolsonaro a montré la souveraineté du Brésil devant tous ces gens-là. Voilà. Et puis maintenant, avant lui, il y a eu le président Luis Ignacio Lula da Silva qui lui a gouverné le pays de 2003 à 2011. Il a fait entrer le Brésil dans les BRICS. Après la présidence de Bolsonaro, actuellement il est revenu au pouvoir. En 2023, là, c'est le président Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, c'est lui qui est revenu au pouvoir. C'est lui qui est revenu au pouvoir. D'ailleurs, quand lui-même il a gouverné le pays, après c'est une de ses, je peux dire une de ses fidèles, Dilma Rousseff, qui a dirigé le pays. Oui. Dernièrement, quand le président Macron a convoqué des chefs d'État pour parler de ce qu'il a appelé le nouveau pacte financier et monétaire, il y a deux personnes qui lui ont dit la vérité vis-à-vis. Il y a le président Lula qui lui a dit, mais pourquoi est-ce que nous on va rentrer dans votre machin de pacte financier dont vous parlez là? On sait ce que vous faites avec le FMI et la Banque mondiale. On sait ce que les États-Unis font à cause du dollar, de ces guerres, de ces coups d'État que les États-Unis font. Pourquoi est-ce que moi je vais commercer avec le dollar? Pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas commercer avec le réal, la monnaie de mon pays? C'est ce que Lula, le président Lula a dit. Vis-à-vis. Mais en parlant ainsi à Macron, mais il s'adressait aux États-Unis. C'est pour dire, mais pourquoi moi je vais commercer avec le dollar? Je peux commercer avec ma monnaie, le réal. Voilà. Et nous avons des propositions à faire au niveau des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. D'ailleurs, nous avons l'intention de créer une monnaie pour faire le commerce entre nous. Mais déjà, nous échangeons avec nos monnaies. Voilà. Pourquoi est-ce que je vais commencer à commercer avec le dollar? C'est ce que le président Luis Ignacio da Silva Lula a dit vis-à-vis. Voilà. D'ailleurs, même qu'est-ce qui se passe? C'est Dilma Rousseff qui a été présidente après le premier mandat de Lula. C'est elle qui est la présidente de la banque des BRICS qui est basée à Shanghai, en Chine. C'est Dilma Rousseff. Vous comprenez? Donc, comme on le voit, vraiment le Brésil, aujourd'hui, affiche une souveraineté très nette face aux États-Unis et face aux puissances occidentales. Parce que le président Macron, avec, il pense toujours la France comme une nation puissante, alors que la France ne l'est plus. C'est ce qu'il ne comprend pas. Il faut relever la France. Hein? Même le président Trump, il a compris que les États-Unis ne sont plus aussi puissants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de pays tiennent tête aux États-Unis. Comme je l'ai dit, quand Macron a invité les gens à ce nouveau pacte financier et monétaire, là, le président Ruto du Kenya, c'est lui qui lui a dit la vérité. Il dit, on n'a pas besoin de ce pacte que vous proposez, là, nous, on n'a pas besoin de ça. Présentement, ils sont allés susciter, comment on appelle ça, l'opposant du Kenya, là.
pour faire des manifestations violentes. Raila Odinga. Vous voyez, ça ne va pas marcher. Cette politique, cette façon de faire ne va pas marcher. Hein? Parce que tout le monde connaît cette technique-là, hein, avec, comment on appelle ça, la CIA, les services secrets des États-Unis, qui sèment les troupes dans d'autres pays. Voilà. Ils ont tenté ça il n'y a pas longtemps en Iran. Mais le gouvernement iranien a réprimé durement les manifestants. Parce que le gouvernement iranien savait que la CIA était derrière ces manifestants-là. Alors quand les gens savent que la CIA est derrière ces manifestants, mais ils les répriment durement. Même au Kenya, c'est ce qui s'est passé. Les gens ont dit que non, la police kenyane utilise une violence disproportionnée par rapport aux manifestants. Ah bon? Mais pour vaincre une violence là, il faut une violence disproportionnée au-dessus de la première violence pour pouvoir vaincre. Et c'est ce que Ruto est en train de faire. Voilà. Maintenant, Raila Odinga dit qu'il veut négocier. Est-ce qu'il veut négocier? Il veut faire quoi? Il veut être Premier ministre encore? Ça ne marchera pas. Il n'a qu'à attendre les prochaines élections. C'est un loser notoire, hein, qui se laisse manipuler par les puissances impérialistes. Ça, c'est vraiment dommage. Il faut que ces types de dirigeants africains-là comprennent que cette façon de faire est dépassée. Ça ne marche plus. Voilà, ça ne marche plus. Parce que les nouvelles puissances-là sont au-dessus des anciennes puissances. La première puissance économique aujourd'hui, c'est la Chine. La première puissance militaire aujourd'hui, ce n'est pas les États-Unis, c'est la Russie. C'est la vérité, c'est la Russie. C'est la Russie. Voilà. Donc, le Brésil a compris. Le Brésil a fait son choix. Celui de la souveraineté. Et elle a travaillé à faire du pays, ces dirigeants ont travaillé à faire du pays une puissance économique. Quand tu deviens une puissance économique, c'est pas mal. Mais la puissance économique doit s'accompagner de quoi? D'une puissance militaire. Parce qu'il te faut protéger ton économie par une puissance militaire. Mais là aussi, le Brésil a compris. Le Brésil fabrique des armes. Le Brésil fabrique des armes. Bon, mais peut-être le Brésil n'a pas encore cherché à se doter de l'arme nucléaire. Parce que c'est de ça que tout le monde a peur. Quand tu as l'arme nucléaire, là, tu es inattaquable. Alors, donc, présentement, Lula fait son deuxième mandat. Et voilà, donc, je vous explique là comment est-ce que le Brésil a fait pour devenir un pays pleinement souverain face aux États-Unis et face à n'importe quel hégémonisme ou face à n'importe quel impérialisme. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.